Le thème de cet épisode, c'est un mot un peu trop technique à mon goût, vu la réalité organique qu'il désigne. L'écoféminisme. C'est un sujet délicat qui coince aux entournures. Il a mis dans une position un peu inconfortable plusieurs des personnes que j'ai rencontrées. Certaines, par honnêteté, ont d'ailleurs préféré ne pas s'aventurer sur le terrain. Et j'ai failli faire le même choix. Mais les arbres nous apprennent que pour pousser et grandir, il faut accepter de se planter. Donc, je prends le risque. Si on veut aller peu à peu vers une alliance homme-femme et se mettre debout face à l'effondrement, parce que si on ne se met pas debout ensemble, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais il y a quand même la moitié de l'humanité qui n'a pas le droit d'être debout pour le moment. Hein. Donc, sous de fausses apparences, elle a l'air de l'être, mais moi, mes 10 ans à la Maison de développement durable, milieu académique, il n'y a pas d'égalité homme-femme en fait. Hein. C'est spectaculaire, c'est un milieu machiste à crever, quoi. Et donc les femmes ne veulent pas prendre la parole. Ces choses-là, je ne vois pas bien comment en parler. Parce que je suis très impressionné et que j'ai conscience d'être du mauvais côté de l'histoire, c'est-à-dire du côté de ceux qui ont eu le pouvoir. Et donc, une cure de réserve, c'est pas de l'humilité, mais une cure de silence, pas trop de paroles, c'est ce qui s'impose à moi. Mais je sens qu'on est dans un moment où c'est tellement, tellement important, quoi, que les femmes osent leurs paroles. Et elles n'oseront pas leurs paroles tant qu'elles n'ont pas été entendues par leurs sœurs, en sécurité, sans être arrêtées dans ce qu'elles ont à dire, à être célébrées avec ce qu'elles ont à dire, et d'avoir confiance que ce qu'elles ont à dire est intéressant et important. Tu vois, face à ce monde qui est en train de s'effondrer, ce qu'elles ont à dire est vraiment important, quoi. Moi, je pense que l'écoféminisme est quelque chose qui n'est pas simplement une mode passagère, mais une prise de conscience radicale et profonde et juste d'une unité entre, d'un côté on pourrait dire une culture machiste, patriarcale, de l'autre côté la violence faite à la création, à la nature, de l'autre côté encore la violence faite aux enfants. Alors l'encyclique Laudato Si s'approche de très près de ça, dans son numéro 123, où le pape dit il y a une unité d'esprit entre ceux qui violent les enfants, abandonnent les vieux, et ceux qui disent on peut détruire la planète, c'est pas grave, les marchés pourvoiront. Ça, c'est ce qu'écrit le pape. Moi, j'ajouterais le mépris des femmes par les hommes, c'est la 4e dimension dans tout ça, qui est également très profondément reliée au reste. Caroline Merchant, qui est philosophe des sciences, elle a montré un parallélisme entre finalement le projet scientifique moderne de maîtrise et domination de la nature, qui est le prolongement du projet cartésien, c'est Descartes qui l'a formulé dans ces termes-là, mais qui est repris par des scientifiques comme Francis Bacon. Et elle a recensé des textes de Francis Bacon où explicitement il fait une métaphore entre le fait de contraindre la nature à dévoiler ses secrets par l'expérimentation et le fait de contraindre la femme à l'acte sexuel dans le viol. Et donc il s'agit quelque part, formulé par Francis Bacon, le projet moderne est quelque part un projet de viol de la nature sous la contrainte et par la force. Ce fameux paradigme de la modernité occidentale qui sous-tend ce système économique, il est hyper masculin et il est patriarcal. Et quand on dit masculin, eh bien, ce sont vraiment ces qualités de l'ordre de la séparation, de la domination, de la conquête, de la rationalité logique, de l'abstraction, etc. C'est quand même effectivement l'orgueil et même l'hubris de l'homo sapiens occidentalis, industrialis et masculin singulièrement qui de nouveau nous a amenés dans cette situation. Il y a quelqu'un qui a dit ça de manière très claire, c'est Jacques Derrida, pour autant que Derrida puisse être clair, à travers son concept de carno-phallogocentrisme. C'est-à-dire le fait de dévorer de la viande, ça nous place au sommet de la hiérarchie des prédateurs.
le fait d'être le phallocentrisme, c'est-à-dire une phallocratie des mecs, des hommes, des mâles sur les femmes, qui a une histoire, qui s'origine notamment dans la Mésopotamie du 2e, 3e millénaire avant notre ère, avec l'invention, disons, de la culture patriarcale méditerranéenne. Et puis le logocentrisme, c'est-à-dire pour Derrida, l'idée d'une supériorité occidentale à travers le logos et la métaphysique occidentale, qui est une métaphysique violente, qui confond l'être avec la présence de l'être. Bon. Je crois que c'est très profond et que ça rejoint tout à fait l'intuition chrétienne, l'intuition biblique, qui est, on ne peut pas à la fois, si on n'honore pas la création, on ne peut pas honorer les femmes, et si on n'honore pas les femmes, on n'honore pas vraiment la création. Et moi, c'est vraiment à un niveau plus intuitif que cette pensée me parle, où je sens quelque part qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans la dynamique prise par notre société, dans son rapport à la fragilité, à la vulnérabilité, aux sans-voix, qui soient d'ailleurs les sans-voix humains parce qu'ils sont défavorisés, ou les sans-voix, les êtres qui n'ont pas la capacité de parole, comme le réel naturel, le vivant, les animaux. Il n'y a pas d'écologie sans écoféminisme. Ça va avec. L'enjeu du féminisme, c'est comment apprendre aux hommes à être moins bêtes, ça va pas être simple. Et c'est souvent, c'est mon expérience, c'est souvent les mêmes, c'est-à-dire des hommes, mâles, urbains, éduqués malheureusement, ayant du pouvoir, qui à la fois sont des gros machos, sont incapables d'honorer véritablement les femmes, sont des carnivores, sont incapables de renoncer à manger de la viande, et sont des destructeurs de la planète, c'est-à-dire sont des complices de la mise à sac systématique des ressources écologiques de cette planète à laquelle nous assistons aujourd'hui. J'en fais l'expérience tous les jours, et combien est-ce que je vois d'hommes me dire « moi je ne pourrais jamais renoncer à manger de la viande, c'est pas possible ». Comme si leur virilité était engagée dans le fait d'être des carnivores. L'Église a contribué à cette domination du masculin et elle-même, eh bien, effectivement, elle est dans un système social. En tant que système social, elle a été et elle est encore très patriarcale. Et l'Église a quand même fortement rejeté les femmes, brûlé les femmes, exploité les femmes, écrasé les femmes. Il suffit de vivre dans une paroisse. Le christianisme est une religion de femmes, à part monsieur le curé et quelques vieux sacristains ronchons, il y a des femmes. Ça montre bien que... Et autour du Christ, enfin je veux dire, le matin de Pâques, les hommes, ils étaient partis, c'était des femmes. Dans l'Évangile, elles sont très très présentes, ça on ne peut pas le nier. Alors c'est sûr qu'il y a les 12 apôtres, mais il y a de très très nombreuses pages d'Évangile où les femmes sont présentes. Jésus est entouré de femmes. On n'est pas dans une vision justement très antique de la séparation des genres et tu vois, du truc très genré. Par contre, que le mode de fonctionnement de l'Église tel qu'on le connaît aujourd'hui soit resté très patriarcal, parce que la société était patriarcale, ça je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. C'est le cas. Moi j'ai toujours en riant, vous avez des beaux colloques sur la grâce d'être femme, avec tous des vieux cardinaux, avec de l'embonpoint. Et la seule femme qu'on voit arriver, c'est la religieuse qui vient apporter les cafés. Alors heureusement, c'est plus comme ça aujourd'hui, mais il fut une époque où c'était quand même un peu comme ça. Et ça dit quand même quelque chose du chemin qu'on a à faire, et ça c'est vrai. Moi, c'est un autre truc qui, dans mes tripes, me hurle dans les tripes depuis toujours, c'est où sont les femmes dans l'Église? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'équivalence? Et je veux dire, je sais bien qu'elles sont là, elles sont partout, mais elles sont toujours en dessous. Je veux dire, il n'y a pas encore possibilité de voter pour les cardinaux et les cardinales qui n'existent pas pour une papesse, quoi. Alors que, je veux dire, en quoi elle serait moins habilitée? Ce serait intéressant de voir comment fonctionne l'Église si plus de la moitié du conseil d'administration de l'Église étaient des femmes plutôt que des hommes. Moi, je ne vois pas grand-chose à ce niveau-là dans l'Église. Je ne vois pas très bien les pistes qui sont prises. Oui, l'Église est interpellée. Elle est interpellée. Mais quelle réponse elle donne, quelle réponse elle trouve par rapport à ça? Mais ça, c'est pas propre à l'Église. Toute la société, et le monde du business, quand on regarde, aujourd'hui, il commence à y avoir des femmes qui percent, mais c'est un monde de mecs.
Et là aussi, peut-être que l'écologie ira mieux s'il y a un peu plus de femmes aussi dans le monde économique ou dans le monde politique. Après, c'est comme le reste, je dis, on dit c'est l'Église. Quel est ce mouvement organique plus large qui se concentre sur un Trump ou sur l'Église catholique ou sur... quelles sont ces forces d'ombre qui vont se concentrer dans des endroits et qui vont faire que ça se voit et que ça se met à ce niveau-là, quoi. Est-ce qu'il faut aussi bow to your adversaries en disant, ok, tout ce que tu as fait là, en tout cas, merci d'avoir porté cette charge, moi j'en veux pas, j'ai vu ce que c'était, je ferai jamais, enfin, tu vois. Et voilà, et en même temps, je vois que tellement de choses sont en train de sortir, de se dire, et peut-être ça prend du temps, parce qu'il faudrait pas que la haine prenne la place, parce qu'alors le travail se fera pas, enfin, tu vois. Et je pense que c'est important qu'on remette de la lumière sur l'ombre qui était portée par l'Église pendant des siècles. Je pense que c'est nécessaire que la lumière revienne, quoi. C'est un peu Jésus dans le temple, quoi. Tu vois, ça suffit, quoi. Moi, je parle pas au père, je parle à la mère. Mais jusqu'à 35 ans, j'ai parlé au père, hein. Et puis après, j'ai commencé à modifier, mais tu vois, c'était au nom du Père, notre Père qui est au ciel, notre Mère qui est sur terre. Je commençais je dis, c'est plus possible, j'en ai marre, tu vois, cette espèce de domination masculine au sein de la religion elle-même. Et donc, j'ai commencé à modifier comme ça, à faire un espèce de... Puis après, c'est devenu un tel fatras que j'ai peu à peu passé à autre chose, mais... Moi, je fais très facilement appel à la mère universelle, à la mère Pachamama, à la mère... et ça ne me pose pas de question du tout. Je me sens aussi directement touchée dans le cœur et sécurisée. Oui, qu'à l'époque où j'appelais le père. Et je rejette pas le père pour autant. Enfin, tu vois, je dis, mais j'en ai un petit peu marre d'appeler juste le père, en fait. Hein. Et ce père, comme justement le disent toutes sortes de traditions, eh bien, il y a certains textes bibliques, c'est les entrailles de miséricorde. Ce père, il a des entrailles. Il a comme un utérus, et il est capable justement de miséricorde. Et c'est cette image du père dans la parabole du fils prodigue, qui ouvre ses bras et qui accueille sans jugement, et qui embrasse avec douceur. Et l'Esprit Saint, la première manifestation de l'Esprit Saint, c'est le souffle, ruach en hébreu, qui souffle sur les eaux au début de la Genèse. Et la ruach est féminin. L'esprit, pour moi, est une énergie féminine. C'est vraiment la partie féminine de la Trinité. Je ne te cache pas qu'il y a une figure pour moi extrêmement importante. Il y en a beaucoup. Les figures spirituelles qui comptent, qui sont presque chaque fois des femmes. Bien sûr, il y a la Vierge, celle qu'on appelle Marie, mais il y a Sarah, avant ça, celle qui rit dans l'Ancien Testament. Et puis il y a Thérèse d'Avila, et puis il y a Thérèse de Lisieux, par exemple, parmi d'autres bien. Et puis à mon époque, pour moi, c'est Edith Stein. Et ce sont chaque fois, il y a Catherine de Sienne peut-être aussi, c'est-à-dire chaque fois des femmes qui par définition ne pouvaient pas avoir le pouvoir, mais qui sortent et qui transforment l'ordre familial, qui est le leur au point de départ, et qui vont faire des avancées qui sont évidemment scandaleuses pour leur époque, et qui vont nous apporter à l'humanité, je veux dire, une parole toute particulière, mais qui est... Alors, de nouveau, il faut que je fasse attention et tu pourras couper dans le montage, qui sont toujours un peu sur le côté. Et je pense que c'est ça l'énergie du possible. Ça consiste justement à ne pas être au milieu de la scène, là où on parle, mais d'être un peu sur le côté. Au fond, c'est quoi? C'est le Stabat Mater. Hein. Elle est là, sur le côté. Voilà. Et c'est de là que les choses vont se produire. Non, c'est super intéressant cette question d'écoféminisme. Parce qu'en fait, dans les différents mouvements des jeunes pour le climat qui se sont dispersés maintenant partout dans le monde, c'est
principalement des femmes, des jeunes filles qui sortent en tout cas à la tête de ces mouvements ou en tant que visage de ces différents mouvements. Greta Thunberg, voilà l'exemple. Cette jeune, ça me parle beaucoup qu'elle soit femme, toute jeune femme, mais c'est l'Antigone de notre époque. C'est-à-dire de nouveau, a priori, entre le type et la fille, c'est plutôt elle qui n'a pas le pouvoir. Alors tout ça, ça évolue évidemment, mais je pense que c'est parlant pour nous, cette chose-là. Ça, je crois tout à fait. Et donc il y a un certain nombre de figures féminines, qui sont figures de petitesse, et l'idée c'est pas d'être machiste en dehors de la saison, mais qui ont quand même cette chance peut-être d'être petites et d'être le possible, précisément. Parce que dans les mouvements des jeunes pour le climat, il y a aussi des garçons, il y a aussi des hommes, mais ils nous laissent la place. Donc ça, peut-être qu'il y a eu une évolution, de se dire, oui, pourquoi pas vous, pourquoi ce serait nous, allez-y, et c'est une femme qui parle et ça ne nous dérange pas. Et ça, c'est nouveau. En tout cas pour les jeunes, les hommes de notre âge. Parce qu'on a aussi été fort critiqués parce que ce sont des femmes au pouvoir, à l'avant de ces marches. Et d'ailleurs, il y a un sociologue flamand qui a expliqué qu'il y a eu que la majorité des critiques autour de Greta Thunberg, Anuna de Wever et même moi, parce que nous étions des jeunes femmes. Parce que la plupart des hommes âgés de 40 à 70 ans ne veulent pas accepter d'écouter une femme leur dire ce qu'ils devraient faire. Ensuite, il y a le fait que la femme, elle n'est pas du tout présente dans les décisions prises dans le monde. Donc sur 193 pays, il n'y a que 16 femmes au pouvoir. Que 16 femmes. Donc dans les mouvements, peut-être qu'il y a plus de femmes parce qu'elles ne peuvent pas être à l'intérieur des parlements, donc elles sont à l'extérieur. Et aussi, si on regarde l'histoire, les femmes se battent souvent contre des injustices. Et peut-être moins comme les hommes qui se battent, eux, en tout cas dans l'histoire, pour des bouts de terre, pour avoir plus de territoire, etc. Et puis, la femme, elle est la première touchée par les conséquences climatiques. Parce que ce sont les plus démunis qui sont touchés, mais les femmes sont souvent les plus démunies. C'est elles qui doivent s'occuper du foyer, d'aller chercher la nourriture, d'aller chercher de l'eau, etc. Et du coup, s'il n'y en a pas, conséquences principalement sur les femmes. C'est même pas seulement un instinct de la femme est plus proche de la terre, peut-être. Mais moi, je le vois surtout parce qu'il y a énormément de raisons de penser que la femme n'a pas eu la chance de s'exprimer, est la première touchée, la première victime, et du coup la seule à pouvoir prendre le lead et se dire c'est maintenant. Et là, il y a quelque chose qui revient et c'est heureux parce que moi j'ai vécu le début du féminisme en 68, il y a eu une grande avancée et tout à coup il y a eu une période entre deux où tout à coup les jeunes filles ont reculé à fond vers des carrières, vers le diktat de la mode, vers le diktat de la minceur. C'est pas fini d'ailleurs, ça c'est des enjeux énormes. Et donc tout à coup maintenant ces femmes qui se remettent à gueuler un peu dans la rue, c'est très bien. Voilà. Eh ben, j'ai plein de colère moi avec ça. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Et je sais que c'est pas encore tout à fait clair, mais à l'intérieur il y a quelque chose qui refuse d'assumer que être un homme égale être dans le principe de destruction et de domination. Je trouve ça juste violent de recevoir ça. Après j'entends que l'homme a eu des attitudes sur les femmes. Enfin, je peux entendre qu'il y a tout ça, mais ah ouais, c'est complexe. Hein. Pour moi, il y a masculin et féminin, il y a homme et femme, et on fait souvent on colle souvent les deux, et je trouve ça pas du tout juste. Et je pense pas que les combats qui ont été menés
peuvent s'appeler féminisme, ils auraient dû s'appeler feminisme. En tout cas, c'est pour moi des combats sur libérer la condition de la femme. Et ça n'a rien à voir avec le féminin, le principe féminin. Et donc, qu'on relie les deux, ça me fâche vraiment fort. Je trouve que c'est pas juste. Ben, pour moi, c'est de nouveau un lieu de tension, quoi. Parce qu'à la fois, je suis très sensible à la question qu'il y a vraiment une domination patriarcale, qu'on est quand même dans une société vraiment où voilà, les violences aux femmes, témoignent encore d'une domination masculine qui est quand même extrême. Et alors je suis très sensible à cette vision d'un être humain déconnecté de la nature, mais aussi déconnecté de ses besoins, de son corps. Et donc avec cette réalité aujourd'hui où on invisibilise tous ceux qui prennent soin, que ce soit de la terre ou des corps ou des plus vulnérables, et que souvent c'est des femmes, et que donc on a encore toute cette, le fait que tous les métiers du soin soient sous-payés, que donc tous les métiers qui soit ont été dévalorisés parce que c'était des femmes, soit ont été remplis de femmes parce qu'ils étaient dévalorisés. Bon, ça c'est difficile à dire. Et à la fois, je suis sensible à cette intuition qu'il pourrait y avoir un lien particulier de la femme à la nature. Et c'est difficile de tenir les deux ensemble, parce que j'ai envie de pouvoir me poser la question, qu'est-ce qui fait de moi quand même une femme? Comment est-ce que c'est être une femme aujourd'hui, qui prend soin de la nature et des autres, mais qui n'est pas non plus cadenassée dans un rôle de soin, parce qu'en fait l'histoire et la culture l'ont amenée là. En fait, je trouve qu'on est dans un moment où l'écoféminisme nous amène à penser quelque chose qui est à la fois hyper beau et hyper porteur, mais qui est très glissant. Et j'ai pas encore trouvé comment est-ce qu'on ne glisse pas. Quand j'ai commencé à lire des textes écoféministes, puis j'ai commencé à lire des critiques et je comprenais pas, il y avait quelque chose que je comprenais pas, pourquoi il y avait un tel rejet finalement de ce courant-là par le féminisme traditionnel. Et puis finalement j'ai fini par comprendre qu'en fait l'écoféminisme touchait vraiment là où ça fait mal, sans renier évidemment les acquis de ce féminisme de la première heure. L'écoféminisme montre un peu aussi les limites de ce modèle féministe qui, on peut faire un parallélisme avec la crise écologique, ni la valeur du donné biologique, ni la valeur de l'enracinement finalement dans un corps, et notamment, je suis assez d'accord avec Sylviane Agacinski quand elle dit que la maternité, par exemple, c'est vraiment un impensé du féminisme. Quelque part, il faut s'émanciper de la maternité pour devenir un homme comme un autre. Parce que c'est vrai que la femme a peut-être une... Je sais pas, mais je pense qu'elle a... Allez, c'est vraiment difficile à expliquer, mais je pense que... Ouais, elle donne quand même naissance. C'est la seule qui donne naissance à un être vivant. Et ça, c'est très fort. Peut-être que... Je ne sais pas si elle le ressent au fond de soi, même si elle ne donne pas naissance ou si elle a déjà donné naissance. Est-ce que du coup, elle s'occupe différemment du monde aussi qui l'entoure? Est-ce qu'elle est plus sensible ou pas du tout? Peut-être que, comme elle a déjà donné vie, elle se dit la vie, c'est tellement... Le fait de vivre la croissance d'un être à l'intérieur de ton propre corps, ça transforme ta relation au monde, quoi. Pour moi, la maternité a été vraiment une expérience, je dirais, charnière dans ma vie, qui m'a beaucoup transformée, qui m'a permis de comprendre pas mal de choses et qui, je pense, est déterminante dans la vie de pas mal de femmes. Pas de toutes, il y a d'autres façons de vivre sa féminité, etc. Mais de là à nier ce qui est quand même un donné relativement bien partagé à l'échelle de l'humanité et de l'histoire de l'humanité, avec finalement ce parallélisme qui est fait entre le féminin, la nature, la fécondité de la nature, la maternité. Le problème, c'est que quand on dit le féminin au cœur du changement et qu'on ne sait pas très bien si on parle de ces polarités ou des femmes, et qu'on fait un peu des deux,
on peut se retrouver dans une idée de nouveau remettre les femmes dans leur féminin. Enfin, il y a beaucoup de confusion, je trouve, aujourd'hui, dans ces femmes et ces féminins. Qu'est-ce que c'est être femme? Les mouvements de libération, de LGBT, tout ça nous disent attention de ne pas absolutiser l'idée d'une femme qui serait comme ça et d'un homme qui serait comme ça. Et parfois, dans cette idée de remettre le féminin au cœur du changement, on a beaucoup de raccourcis où on dit remettre le féminin au cœur du changement, c'est remettre la femme au cœur du changement, et la femme est douce et reliée à la nature. Et là, t'es là, non, c'est pas du tout ça. Moi, ça, par contre, ne me dites pas ça. Mais en même temps, je suis d'accord, qu'il y a le travail de reconnecter les femmes et les hommes à la nature, et les femmes et les hommes à ces dimensions qui sont essentielles de soins et tout ça, et qui ont été beaucoup mises chez les femmes. Je trouve que c'est un sacré méli-mélo, quoi. Et qu'on est parfois très maladroit dans nos initiatives pour nous émanciper de tout ça. Qu'on soit homme ou femme, on a incorporé et une dimension féminine et une dimension masculine, qui est une polarité, qui est juste en fonction des situations qui sont vécues. Si on est tout le temps dans le pôle féminin, qui est plus dans la réceptivité, on peut voir l'ovule, hein. Là on est dans la femme, mais on peut voir l'ovule dans de la contenance, dans de la tempérance, dans du temps. Et puis on peut voir le spermatozoïde là, dans l'action, la direction, la ligne droite. On a ces énergies de vie qui sont différentes et qui pour moi n'ont rien à voir avec homme-femme. Ça voudrait dire que les hommes sont tous masculins, les femmes toutes féminines. Il faut remettre de la nuance là-dedans. Moi, j'avais eu une petite surprise comme ça quand j'ai fait mes études. En études de psycho, il y a des échelles de psychométrie qu'on s'auto-administrait. Il y avait un outil psychométrique qui mettait échelle de masculinité et échelle de féminité. Et j'avais une échelle de féminité extrêmement développée. J'étais un petit peu inquiet, c'était avant que je fasse pousser ma barbe. Je vais voir la prof, elle me dit « Mais c'est normal, c'est drôlement bien que tu aies cette échelle de féminité. » Parce qu'un psychologue, il doit être empathique, il doit être dans l'écoute. Et cette échelle de féminité révèle ça, cette capacité empathique. À certains moments, on a besoin d'activer une énergie féminine, puis prendre soin de la réparation. Et à certains moments, on a besoin de prendre une énergie masculine, de direction, de arrêter des choses, de dire stop. Ça n'a pas de sens de tout le temps prendre soin, en fait. Il suffit de regarder comment la nature est, le vivant est. C'est pas toujours du gentil, douillet, confortable. Il y a de la force, il y a de la destruction, il y a de la tempête. Il y a une puissance dans la nature. Si on observe bien la nature qui est en nous et qui est à l'extérieur de nous, elle fonctionne toujours sur le principe masculin-féminin. Et c'est une collaboration très intelligente entre le masculin et le féminin qui permet effectivement la croissance. Je veux dire, un arbre, sans le principe masculin-féminin, il ne croît pas. Déjà, il n'est pas. En fait, quand on a une harmonie des deux, 1 plus 1 égale 3, en fait. C'est-à-dire qu'on crée des choses qu'on ne créerait pas si on était exclusivement dans le masculin ou exclusivement dans le féminin. C'est une loi de la nature, encore bien comprise. Elle nous permet de faire des merveilles. Alors, j'avais fait un petit travail de recherche sur la relation à la naissance dans les différents peuples et à la maternité avec Michel Audin. Il avait écrit un bouquin un petit peu là-dessus où il avait ouvert des voies. C'est faire le parallèle entre la façon dont on traite l'enfant à la naissance et la mère et la façon dont on traite notre mère, la terre, dans les différents peuples. Il disait que plus l'enfant était séparé tôt de sa mère et voilà, avec le biberon ou la césarienne ou l'hospitalisation, la technologisation, plus finalement cela donnait des peuples, on va dire, à tendance guerrière ou masculine. Et globalement, en Afrique par exemple, il donnait l'exemple d'un peuple où on enlevait les petits qui devaient devenir guerriers de la mère pour éviter l'attachement, pour développer justement des vrais guerriers. Voilà, donc ça c'est assez, ça interpelle quand même. Voilà. Et par contre, là où il y avait un soin à la maman, une proximité du pot à pot avec le bébé, l'allaitement longue durée, des peuples qui avaient quand même une conscience écologique globalement plus élevée que... voilà. Et alors, il y a une perte gigantesque. C'est-à-dire que l'humanité, depuis qu'elle s'est enferrée dans le patriarcat, elle a condamné
une grande part des talents de la moitié d'elle-même. Et donc la perte, évidemment, elle concerne au premier chef les femmes, parce que c'est elles qui ont été soumises pendant toute cette période, mais c'est l'humanité en entier qui a perdu tout ce qu'elles auraient pu donner. Donc en fait, attention, la réparation, elle concerne aussi les hommes. Pour autant qu'ils se mettent à comprendre ça, mais notre connerie nous a fait perdre la moitié du génie humain pendant des millénaires. Les êtres masculins y ont beaucoup perdu aussi. Et effectivement, en tant qu'héritier de ces lignées masculines, on a platement, avec la plus grande humilité, à demander pardon à la moitié de nous-mêmes. C'est pas seulement la réhabilitation des femmes, c'est la réhabilitation d'une dimension humaine essentielle, qui concerne les hommes, les enfants, qui concerne tout le monde, évidemment, et que je pense qu'effectivement le modèle patriarcal du patriarcat a provoqué beaucoup de souffrances masculines, entre autres, des difficultés, de programmes à remplir qu'ils ne peuvent pas remplir, et notamment toute la question des difficultés des homosexuels, et tout ça, c'est le modèle patriarcal, c'est une catastrophe sur le plan écologique humain. Je vois bien qu'élever des garçons aujourd'hui, à la fois réactive chez moi des archaïsmes de mère de garçons, et à la fois nécessite un changement de regard sur ce que j'ai cru qu'étaient des garçons, c'est-à-dire à pas en fait leur transmettre cette fatalité de ce qu'on a longtemps considéré comme étant acceptable pour un garçon, essentiel pour un... Enfin, voilà. Je suis touchée aussi par les jeunes d'aujourd'hui qui sont beaucoup dans les questions de genre. J'ai été à un cercle il n'y a pas longtemps de 3 jours. Eh ben, au premier cercle, on était un groupe mixte, beaucoup de jeunes, 20-30 ans. Eh ben, chacun se présentait en disant « moi je suis Aline » et puis il était demandé qu'on dise si on est bien avec il ou elle, ou si c'est neutre pour nous. Ah bon, ça se voit pas que je suis elle. Si, ça se voit que t'es elle, mais est-ce que ça t'embête si on parle, comme on fait en français, avec il tout le temps? Et si on est majoritairement des femmes, toi qui es un homme, est-ce que ça t'embête si on dit elle tout le temps? Donc je trouve que ces questions de genre qui viennent aujourd'hui, elles nous rappellent notre humanité en fait. Et là, il y a quelque chose de nouveau en fait, qui, pour moi en tout cas, qui est en train de naître et qui me touche beaucoup. Une grande question dans la question homme-femme, c'est de dire, ben voilà, on va faire la grande réconciliation homme-femme, oui. Il y a quelque chose sans doute à travailler dans les mémoires passées, à regarder, et en même temps, il y a quelque chose qu'il faut continuer à travailler ici dans le présent, avec une pleine responsabilité sur le fait que l'égalité n'est encore absolument pas là, et que pardonner ne doit absolument pas être une voie d'évitement de l'engagement politique à continuer à changer et à transformer. Et donc une voie aussi qui peut être une voie de lutte. Je pense que la thématique du pouvoir sur l'autre est vraiment quelque chose à dissoudre. Et j'ai l'impression que les combats féministes actuels se fourvoient, ne sont pas dans les bonnes directions. C'est comme si, sous prétexte de rejeter le pouvoir, c'était prendre la position haute dans le pouvoir et pas d'abolir le pouvoir. J'ai un peu ce... C'est pas clair. Il y a ce besoin de réconciliation et puis il y a ce besoin de sortie de la domination. Et en fait, tenir ces deux ensemble, c'est pas toujours facile. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on crée des espaces où on met un peu de côté peut-être ces questions de domination pour pouvoir aller vers une réconciliation. Et en même temps qu'on ait des espaces où on n'est pas dans la réconciliation parce qu'il y a une vraie injustice à traiter de front. Et je trouve que c'est ça. Je crois que c'est quelque chose qui s'est un peu clarifié l'année dernière, pour moi au mois de juin. Donc on invite des hommes à nous rejoindre pendant 24 heures. Et au mois de juin, ils sont venus dans l'étape qui était l'étape de honorer notre peine pour le monde. Et on a décidé de faire une pratique
pour honorer notre peine d'hommes et femmes dans l'intimité. Et ça s'appelle le mandala des vérités. Tu as 4 espaces pour dire ta colère, pour dire ta peur, pour dire ton impuissance et pour dire ta tristesse. Et tu rentres et tu viens avec ta partie émotionnelle. Tu t'exprimes avec... Tu ne fais pas un discours, tu viens avec ta partie émotionnelle. Je suis en colère parce que je suis super triste, parce que j'ai peur, parce que... Voilà, tu rentres. Et on avait mis d'abord les hommes au centre. Et donc le sujet était vraiment l'intimité homme-femme. Et donc les hommes se sont exprimés pendant assez longtemps, 2 ou 3 heures je crois. Et les femmes étaient juste autour et elles écoutaient. Et puis les femmes sont entrées et les hommes les ont écoutées. Et puis on a fait un groupe mixte pour ce qui restait à dire. Ça a duré 6 heures. Et moi, j'ai été super touchée parce que je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas des hommes et des femmes qui parlaient, c'était des petites filles et des petits garçons. Et en fait, toute la douleur de la vie de couple dans l'intimité à l'âge adulte naît dans ce qui est vécu dans la petite enfance. Et du coup, j'étais, au sortir de ces 6 heures, chargée d'un sentiment d'humanité et non plus de relation homme-femme, qui était super fort, quoi, super touchant. Et je me disais, mais ça n'a rien à voir avec les hommes et les femmes, en fait. Ça a à voir avec les petites filles et les petits garçons, avec les frères et les sœurs, qu'on a chargés de tellement de choses qu'ils sont incapables de rentrer dans des alliances hommes-femmes plus tard. Et au sortir de ça, il y avait 13 hommes, tout à coup, c'était plus des hommes, c'était mes frères. C'était très nouveau pour moi, en fait, de me rendre compte combien tout à coup, il n'y avait plus ces enjeux hommes-femmes qui étaient là, de séduction, de sexualité, de tout ce que tu veux. Tout à coup, ça s'était complètement raplati, parce que la vérité de l'enfance avait été dite. Tout à coup, je pouvais être face à mes frères et pas face à des hommes. Et là, ça a basculé pour moi, en fait. Je me suis dit, mais ça, c'est une piste énorme. Je quitte ici ce sujet crucial avec le sentiment de n'avoir fait que l'effleurer. Suffisamment tout de même pour faire tomber quelques graines et faire germer en moi des réflexions inédites. Le terme de ce parcours se profile. Ce ne sera pas facile de conclure. Il faudra que je respire. Et c'est pas rien de le dire.